Elon Musk remet en cause ce qu'on appelle les paradigmes, c'est les éléments constitutifs, en tout cas d'un environnement. Il a un mode de réflexion par la pensée première, cette idée de se dire qu'il doit se réinterroger ou réinterroger chaque secteur en revenant à un bon sens physique et ne pas se faire embarquer dans les croyances humaines. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Émission en direct réalisée par Mohamed Marouf. Mon invité aujourd'hui, c'est Cyril De Sousa Cardoso. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes entrepreneur dans l'univers du conseil, des startups. Vous êtes auteur et conférencier. Votre spécialité, ce sont les thèmes de la créativité, de l'innovation et de l'intelligence collective. C'est tout naturellement que vous vous êtes intéressé à Elon Musk et vous écrivez Les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga. Alors un livre dans lequel vous éclairez la légende muskienne. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre pour un homme qui, en définitive, est très transparent sur les réseaux sociaux? Il raconte toute sa vie, Elon Musk, il la met en scène. Oui, c'est vrai qu'alors c'est toujours dans ce type en tout cas avec ce type de personnage, la problématique c'est toujours qu'est-ce qu'il veut finalement nous montrer, parce qu'il fait beaucoup de bruit autour de certaines choses et il en montre beaucoup moins ailleurs. Donc il faut toujours faire attention justement à cette impression de transparence, parce qu'en réalité... En tout cas sur sa vie privée, il est super transparent par exemple. Tout à fait, mais ça lui permet justement de détourner le regard sur plein de choses. Alors il y a quand même quelques zones d'ombre. Quand on parle justement, on sait qu'il a une relation très compliquée avec son père, on sait qu'il y a des choses très compliquées dans son enfance à ce niveau-là. Il est quand même assez précautionneux sur cette partie-là de sa vie qui pourtant est a priori fondatrice dans son existence. Et de manière générale, quand il a en tête certaines stratégies, on a du mal parfois à décrypter ce qu'il veut vraiment faire, alors qu'il donne le sentiment justement de tweeter au fil de l'eau chaque jour sa pensée. Alors il se définit lui comme un game changer. Il veut changer le jeu, la donne, et il crée ses propres règles dans tous les secteurs qu'il va finalement investir. Oui, il remet en cause ce qu'on appelle les paradigmes, c'est-à-dire que c'est les éléments constitutifs, en tout cas d'un environnement. Il a un mode de réflexion qui s'appelle un mode de réflexion par la pensée première, cette idée de se dire qu'il doit se réinterroger ou réinterroger chaque secteur en revenant à un bon sens physique et ne pas se faire embarquer dans les croyances humaines. Typiquement, quand il vient révolutionner l'univers de la voiture électrique, parce qu'il va révolutionner l'univers de la voiture électrique, eh bien, il se dit que il n'y a pas de raison de penser qu'on ne peut pas faire des voitures de qualité électrique, alors que c'est une pensée à l'époque. Donc, qui va rencontrer Martin Eberhard, qui va être le fondateur de Tesla. Il va finalement reprendre cette idée-là et se dire qu'il n'y a pas... Ça, c'est super important, parce que tout le monde pense que c'est lui qui a créé Tesla. Il cherchait à investir dans la voiture électrique et il est tombé sur Tesla. Mais c'est pas lui qui a inventé Tesla. Non, à cette époque-là, d'ailleurs, il est le fondateur de SpaceX et de SolarCity, qu'il va fonder d'ailleurs avec ses cousins. SolarCity veut développer l'univers de l'énergie électrique. Et en parallèle, il rencontre en effet les fondateurs qui sont de Tesla. Et en les rencontrant, il va être parmi les premiers investisseurs. La réalité, c'est qu'ensuite, il va très vite prendre le contrôle sur cette société parce que, justement, il y a à mon avis, des problématiques de gestion à un moment donné. Ça va lui donner l'opportunité de prendre la main. Et la justice va cependant le reconnaître comme l'un des cofondateurs. Donc il va aller en justice pour se faire reconnaître comme cofondateur. Mais en effet, là, il a repris un projet qui a été développé initialement par d'autres ingénieurs. Et qu'est-ce qu'il va faire du fondateur de Tesla ? Alors, Eberhard, il en fait quoi ? Alors il le sort d'ailleurs, je pense que le fondateur aujourd'hui est assez déçu peut-être par une partie du développement de Tesla. Cependant, il va quand même s'emparer de l'idée que pour révolutionner l'univers de la voiture électrique, il faut arrêter de partir sur des véhicules bas de gamme qu'on essaye ensuite de monter. Il va reprendre les choses et ça va être quelque chose d'important dans l'approche de l'innovation par Elon Musk. C'est l'idée de développer un véhicule haut de gamme électrique qui va se vendre bien, sur lequel on va faire de la marge pour pouvoir investir de nouveau dans le processus d'innovation et développer un véhicule plus accessible. De nouveau, donc là, on va arriver sur le modèle S, puis après le modèle 3, et on continue à baisser pour pouvoir de plus en plus rendre accessible. Donc, cette idée l'innovation, on la prend plutôt par le luxe, plutôt par la compétition, pour ensuite venir la démocratiser. Et ça, c'est quelque chose qui est général en matière d'innovation. Il commence par un roadster, d'ailleurs. Exactement, le Tesla Roadster. Plutôt sportif. Alors aujourd'hui, c'est coté, si vous en avez un. Ah, tout à fait. Il y en a plus, ils en produisent plus. Gardez-le, si vous en avez un. Exactement. Ça devient un peu historique. C'est comme les premiers Mac. Voilà, c'est quelque chose qui... Ce qu'on oublie avec du recul, c'est que quand même, pendant des années, Tesla a perdu des milliards de dollars. Il va... J'exagère peut-être, mais en tout cas...
Tesla, avant de gagner de l'argent, a quand même énormément, on a énormément perdu. Et à chaque fois, il est tombé sur des gens qui sont venus et qui ont mis la main à la poche. Hein. Oui, alors ça c'est certain en tout cas, mais il a quand même une particularité par rapport à d'autres, c'est qu'il est quand même concentré sur le fait de développer des sociétés qui très vite vont être capables de générer leur cash. Ça, c'est quand même quelque chose qui est ancré chez lui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si Tesla est valorisé autant, c'est qu'il a atteint un certain niveau de rentabilité. Mais sauf que ça devait passer, à un moment donné, par une capacité à venir industrialiser la chaîne de production. Quasiment chez lui, il voulait l'automatiser. Et ça n'a pas été possible pendant très longtemps. Et il va falloir attendre quasiment le modèle 3 pour que justement il atteigne justement les niveaux de valorisation qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui va le conduire à générer plus de 50 milliards de revenus, puisqu'il avait conditionné son revenu à la valorisation de Tesla. Et d'ailleurs, il y a un procès en ce moment sur cette question de savoir est-ce qu'il n'a pas abusé un petit peu sur ce sujet. Et c'est ça qui l'oppose avec les gendarmes de la bourse américaine. Ouais, qu'il déteste, il se déteste profondément. Lui, il les déteste. Eux sont une organisation qui vient justement contrôler. Il a une profonde détestation de Wall Street. Ça, il faut l'avoir. La première chose qu'il fait quand il achète Twitter, c'est de sortir Twitter de Wall Street. Il n'a jamais fait rentrer SpaceX à Wall Street. Mais Tesla, oui. Et Tesla, oui, parce qu'il n'avait pas le cash pour développer Tesla. Mais sauf qu'il le regrette. Et d'ailleurs, il a été rattrapé par la patrouille, parce qu'un jour, je pense que agacé par les nécessités de contrôle qu'on lui impose quand on est en bourse, eh bien, il a tweeté qu'il allait racheter Tesla. Ça a été considéré comme une manipulation. Alors, il a donné un chiffre. Hein. Exactement, 54,20. Voilà. Et donc, tout le monde s'est demandé à quoi correspondait ce chiffre. S'il est dans l'actualité aujourd'hui, Elon Musk, c'est parce qu'il a racheté. Il a fini par racheter Twitter. Bon, pourquoi ça a tellement pris de temps finalement ce rachat de Twitter qui paraissait évident dès le départ? Alors déjà, c'est pour comprendre le personnage ou la stratégie, c'est que c'est toujours lié. Enfin, il y a toujours plusieurs dimensions dans les actions d'Elon Musk. Il y a toujours une expression d'une vraie vision. Là, en l'occurrence, c'était cette volonté de, à un moment donné, prendre un outil et défendre sa vision de la liberté d'expression. C'est la base. On peut discuter. Voilà, bon. Ça, c'est la base. Ouais. Cependant, il y a aussi des aspects très pragmatiques. Alors qu'il est quand même grandement financé par le gouvernement américain, que ce soit pour Tesla ou SpaceX, il a une relation avec Biden qui est compliquée, alors qu'il était plutôt proche de Trump et avant lui de Barack Obama. Là, il sent bien qu'il y a une tension. Sa caisse de résonance, parce qu'il faut voir qu'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'investissement publicitaire. Pourtant, l'administration Biden, elle est assez proche de l'administration Obama. Hein. Oui, mais alors il y a eu une dérive entre temps, je pense que lui-même s'est d'ailleurs droitisé. Et avec Biden, il y a un vrai sujet depuis le départ, c'est que Biden veut développer les syndicats, notamment dans l'univers de l'industrie automobile. Elon Musk est réfractaire à cela. En plus, il y a eu aussi la thématique, notamment pendant la crise sanitaire, le fait qu'on empêche justement les entreprises de se développer. Et ça a beaucoup marqué. Il y avait vraiment une confrontation entre sa philosophie libertarienne et justement l'approche de Biden. Au point que Biden a d'ailleurs fait un sommet de la voiture électrique aux États-Unis, dans lequel il a invité tous les grands constructeurs, sauf Tesla et Elon Musk. Alors qu'il est celui qui a piloté ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce refus chez lui de vouloir développer des syndicats. Et Biden, d'ailleurs, va le mettre dans son projet de loi. Il va décider de développer des subventions pour les véhicules électriques qui sont conditionnées au fait que le véhicule électrique sorte d'entreprises qui soient syndiquées. Et donc ça participe de ça. Et donc, la stratégie d'Elon Musk, c'est de se dire qu'il lui faut sécuriser, en tout cas, le porte-voix qu'il a, qui est Twitter. Et donc, il va décider de le racheter. Je pense qu'il a aussi une vision plus globale qui pense qu'il peut développer ce qu'on appelle le WeChat occidental. Le WeChat, c'est une application chinoise dans laquelle on peut tout faire aujourd'hui. On peut à la fois, c'est une sorte de Twitter, mélanger à un WhatsApp, mélanger à un Facebook, mélanger à un PayPal, où on peut tout faire. Et là, il se dit que c'est la première brique d'une application plus globale qu'il appelle l'application X. Donc peut-être en réflexion de sa première société qu'il avait créée qui allait ensuite donner notamment PayPal. Et donc son envie, c'est de racheter en effet Twitter. Sauf que quand il fait cette proposition-là, c'est avant que n'émerge vraiment la crise en Ukraine, la crise énergétique, etc. La valorisation qu'il propose est probablement problématique. Et donc ça le met un peu en difficulté. Donc d'où tout le cinéma qu'il va y avoir entre-temps, même si c'était couru d'avance, qu'il allait aller de toute façon au bout de ce rachat, parce que c'est stratégique pour lui. Ce qui explique que Joe Biden a admis qu'une enquête sur les liens financiers et commerciaux d'Elon Musk avec la Chine et l'Arabie Saoudite était peut-être nécessaire. Exactement. Alors là, il est en train de jouer d'ailleurs avec le feu. Je pense qu'il y a des aspects très positifs. Moi, c'est une dimension qui m'intéresse, c'est la capacité d'innovation d'Elon Musk. Et il y a d'autres aspects négatifs. Il y a le management qui pose problème dans toutes ces sociétés, et notamment ce côté-là où il est en train de rentrer en guerre
avec Biden, il est en train d'essayer de se positionner comme une sorte de confrontation, alors même que Tesla, SpaceX sont dépendants des financements américains. Là, ça pose problématique. Il y a certains, d'ailleurs, politiques aux États-Unis, notamment républicains, qui ont posé au moment de la guerre en Ukraine le fait de nationaliser Starlink, donc ce réseau de satellites. Alors Starlink, c'est un de ses derniers bébés, faut expliquer un petit peu. Exactement, donc Starlink, c'est en gros un réseau de satellites, une constellation de satellites qui permet de donner accès à Internet partout sur la planète sans avoir besoin de construire de réseau. Au moment de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens, comme les réseaux sont coupés par les Russes, ils vont sur Twitter interpeller Elon Musk et lui demander finalement de venir envoyer donc des éléments de Starlink pour pouvoir connecter et donc continuer leur guerre. Ce qu'il va faire d'ailleurs, parce que ça nourrit aussi également sa communication. Il va en profiter pour proposer un combat singulier à Poutine pour Au tout début, en février, au début du conflit. Exactement. Poutine ne lui a pas répondu, je crois. Non, Poutine ne lui a pas répondu. Kadyrov, oui. Kadyrov, donc le dirigeant tchétchène, va lui répondre en lui disant qu'il devrait venir en Tchétchénie et qu'on va lui expliquer ce que c'est être un vrai homme. Et donc il se moque de lui en l'appelant Elona, en féminisant son nom. Et comme il sait faire, Elon Musk va rebondir dessus. Il va changer le nom de son compte Twitter en Elona et il va répondre à Kadyrov en lui disant non, c'est pas juste si je m'entraîne parce que ça va être trop facile du coup de battre Poutine, et donc je propose de me battre qu'avec un seul bras. Donc voilà, il est de ce niveau de cours d'école à un moment donné. C'est aussi tout le paradoxe de ce personnage-là, mais qui sait trouver écho dans l'univers des réseaux sociaux actuels. Est-ce que l'Arabie Saoudite a mis la main à la poche pour aider Elon Musk à racheter Twitter? Et on parle de presque 2 milliards de dollars. Alors il y a un sujet, il a probablement été chercher des financements. Toute la structuration financière n'est pas tout à fait claire. D'ailleurs, notamment le fait qu'à un moment donné, il soit sorti notamment de la bourse rend un peu plus opaque justement les financements qu'il y a autour. Mais il est certain qu'aux États-Unis, il y a certains liens qui commencent à interroger. Notamment parce que Elon Musk est très prompt à venir critiquer notamment la démocratie ou les représentants de la démocratie américaine. Par contre, on ne l'entend jamais sur les mêmes sujets. Par exemple, la fermeture des usines aux États-Unis, et on l'a entendu beaucoup s'exprimer contre parce que c'était une atteinte à la liberté. Quand ces usines chinoises ferment, là, il est moins prompt à venir attaquer le gouvernement chinois parce qu'il sait qu'il a besoin du gouvernement chinois. Il a notamment ouvert aussi une concession sur le territoire des Ouïghours où on sait ce qui se passe. Donc, mais il a ouvert des usines en Chine pour produire des Tesla. Exactement. Et donc, il est dépendant de cela. Donc, il faut toujours prendre ce personnage avec et pincette. Il vend beaucoup de Tesla en Chine, il faut dire. Exactement. Une partie de son moteur de rentabilité est très liée à la Chine. Alors, la Chine ne le rend pas très bien parce que quand maintenant Xi Jinping se déplace sur le territoire, à chaque fois qu'il est en résidence quelque part, il est interdit d'avoir des Tesla autour du lieu de résidence parce qu'ils estiment que les Tesla peuvent capter des données qui sont avant tout sous la propriété du gouvernement américain. Bon, alors l'Arabie Saoudite a mis 2 milliards ou pas pour l'aider? Alors justement, j'ai regardé encore ça. Oui, exactement. Alors, a priori, l'information est sortie il y a quelques jours. Exactement. A priori, c'est bien le cas, sauf que on a entendu beaucoup de choses sur le financement. Donc moi, je prends juste des pincettes sur le fait que j'ai pas exactement la structuration financière, mais c'est quand même un sujet qui remonte depuis un moment. Il y a aussi Binance, qui est une plateforme de crypto-monnaie qui a participé au financement. Donc voilà, la structuration. Donc a priori, c'est le cas. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie, à la fois diversification et d'influence. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Je crois qu'il faut attendre parce qu'on a beaucoup d'allers-retours autour d'Elon Musk. Comme on en parle tous les jours, il y a des informations dans un sens et le lendemain dans l'autre. Pourquoi l'homme le plus riche du monde a besoin d'aller chercher de l'argent en Arabie Saoudite alors qu'il peut se payer largement Twitter? Alors le fait, c'est qu'en fait... Si on lit Forbes et le classement annuel de Forbes, il n'a pas besoin de l'Arabie Saoudite pour acheter Twitter. La problématique, on analyse justement ces entrepreneurs-là. D'ailleurs, il faut faire une distinction entre les rentiers, les héritiers et les entrepreneurs qui ont créé leur propre valeur. Ces personnes-là, quand on parle de sa richesse, les gens imaginent que ça y est, il a les milliards qu'on lui attribue. C'est de la valeur de papier. C'est du papier. Sa richesse, ce sont les parts qu'il a dans Tesla, qu'il a dans SpaceX. C'est ça, sa valeur. Donc, le cash, il n'a pas... il a un sacré patrimoine immobilier aussi. Il a revendu une grande partie de ses résidences. Il a peu de choses. Il n'a pas 40 milliards. Il n'a jamais eu sur ses comptes. D'ailleurs, ça serait aberrant pour un entrepreneur d'avoir 40 milliards sur son compte pour pouvoir acheter Twitter. Il ne les a pas. Cet argent, il ne l'a pas. Donc, il faut bien venir chercher l'argent quelque part. Et donc, notamment, ça le conduit à devoir vendre une partie de ses actions Tesla. Sauf que quand il vend des actions Tesla, ça fait bouger le cours et ça inquiète les investisseurs inversement. Donc, son rachat de Twitter a posé la structuration financière qui, à mon avis, l'un des enjeux
des discussions qu'il y a eu ces derniers mois, pose problème parce que ça peut mettre en péril d'autres dimensions. Donc non, l'argent, il ne l'avait pas. Il était obligé d'aller chercher des financeurs. D'ailleurs, certaines personnes qui avaient des parts de Tesla de manière importante en bourse ont accepté de rejoindre la sortie en rejoignant le board et en restant à proportion actionnaire de Twitter. Bon, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez le chef d'entreprise qu'il est. Mais d'habitude, il recrutait, et là, quand il est arrivé chez Twitter, il a décruté. Et là, pour le coup, c'est 50% de la masse salariale qu'il a débarqué en arrivant chez Twitter. Est-ce que ça lui ressemble comme chef d'entreprise ? C'est ça qui est bizarre, parce que là, il a perdu une grande partie des gens qui le suivaient. Oui, alors... Il a une problématique de toute façon sur son management. Son management pose problème à plusieurs niveaux. Je pense qu'il a un management qui est quand même assez violent. Il y a des avantages sur son management parce qu'il est capable de produire une vision, mais le problème quand on discute avec les gens qui l'entourent, c'est que souvent ces entreprises, ça ressemble plus à des sectes, soit des gens qui sont très pris et engagés autour de lui, ou inversement des personnes qui tombent très vite en burn-out ou qui sont un peu par la machine. Quand vous travaillez avec Elon Musk, il faut accepter de travailler 120 heures par semaine. Exactement. En gros. Oui, tout à fait. Donc c'est 7 jours sur 7 et vous travaillez avec le patron joignable H24. C'est le truc. Et il pense que c'est le chemin vers la performance. La réalité, c'est que les études scientifiques en management montrent, et c'est ce dont je parle dans mon ouvrage dans la dernière partie, qu'en fait c'est une erreur. Mais c'est son approche du management. Il a une approche très laborieuse, de la souffrance au travail, parce qu'il pense que c'est la seule manière de réussir. La réalité, c'est que, en fait, c'est pas comme ça que le management devrait procéder, mais en tout cas, c'est son approche. Et donc, quand il prend, en effet, Twitter, aujourd'hui, il faut avoir deux approches. Il y a d'un côté le management qui est compliqué, et là, il est en train aussi de gérer une phase de transition. Quand à un moment donné, il arrive avec cet aspect très violent, géolicencieux, en plus, il fait beaucoup d'allers-retours, c'est sa manière de faire, il avance de manière très itérative, comme il le fait d'ailleurs en innovation. Enfin, il en dégage 50% et aux autres, il leur met un ultimatum. Exactement. Alors, sachant que dans les 50% qu'il avait, il a dû en rappeler certains parce qu'il s'apercevait qu'il ne pouvait pas tout faire. Ensuite, il a interdit le télétravail pour finalement le réautoriser sous condition d'un autre côté. Donc oui, il y a une période de turbulence, mais ça, son objectif, de toute façon, c'est de reprendre la main sur Twitter. Alors, j'ai vu ces derniers jours, certains qui pensaient que Twitter allait disparaître. Ça, il n'y a aucune chance sur le sujet. Twitter va bien rester actif. Par contre, il risque de changer et de faire encore quelque chose peut-être un peu imbécile en cours de route. Bon, c'est un sujet passionnant et c'est un homme passionnant. Alors, l'homme le plus influent du monde, en tout cas l'homme qui a changé le plus le monde aujourd'hui. On parle d'Elon Musk à travers un livre qui s'appelle Les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga. Et c'est Cyril Desouza Cardozo qui est avec nous, qui est notre invité. Alors, l'actu, c'est qu'effectivement, hier, il a rendu son compte Twitter à Donald Trump, dont on ne sait pas s'il va le reprendre ou pas, d'ailleurs. Exactement, Trump dit qu'il ne reviendra pas forcément. Ça fait partie de l'état d'esprit dans lequel il a repris, en tout cas, Twitter. C'était cette idée de se dire qu'il faut libérer la parole. Et que la bonne indication pour lui d'une bonne liberté d'expression, c'est est-ce que je suis dans un environnement où des gens que je n'aime pas disent des choses que je n'aime pas. Donc c'est son approche. Alors il y a plein de discussions autour d'ailleurs de la liberté d'expression, notamment aussi parce que d'ailleurs en France, on n'a pas la même conception de la liberté d'expression que les anglo-saxons. Ce qui est intéressant notamment, c'est que par contre la Commission européenne, au moment où il y a eu le rachat de Twitter par Elon Musk, la Commission européenne a rappelé à Elon Musk qu'en Europe, on avait, nous, des règles et qu'il allait falloir soumettre Twitter, en tout cas, ces règles. Et Elon Musk n'a pas du tout dit le contraire. Il a dit, moi, je soumettrai, en tout cas, Twitter aux règles et à la réglementation à chaque fois locale. Par contre, il estime, lui, que ce ne sont pas des gens chez Twitter qui doivent décider de qui a le droit de parler ou pas. Et notamment, un des épisodes qu'il a beaucoup marqué, c'était pendant la dernière campagne présidentielle, le compte du Washington Post sur Twitter a été coupé par une des responsables de Twitter. Ça, fondamentalement, ça peut quand même nous heurter. On se dit, tiens, voilà un journal au Washington Post. Oui, il y a quelqu'un qui a le moyen d'appuyer sur un bouton pour te couper la parole. Exactement, parce que le Twitter estimait que le Washington Post avait publié un article sur le fils de Joe Biden utilisant des données auxquelles il n'aurait pas eu le droit d'avoir accès. Sauf que, est-ce que c'est à Twitter de juger ça ? Non, je pense que c'est à la loi de le juger. Mais effectivement, là, pour le coup, je serais plutôt d'accord avec Elon Musk. Et donc, Elon Musk a tout simplement dit, là, il y a un problème. D'ailleurs, cette personnalité a fait partie des premières personnes virées le premier jour où il est arrivé. Les 5 grands cadres qui sont partis à l'intérieur, il y avait la personne qui avait notamment coupé le compte du Washington Post. Mmh. Bon, est-ce que c'est parce que lui-même est un grand utilisateur de Twitter qu'il a racheté Twitter ? Parce que finalement, c'est son moyen de communication. H24, il tweet, lui. Ah oui, il y avait notamment cette phrase où les gens qui étaient dehors
ou pro-Trump ou contre Trump, qui suivaient Trump au moment où il va perdre son compte, les personnes disent Twitter va devenir inintéressant, sauf heureusement il nous reste encore Elon Musk. Et en vrai, c'est l'un des comptes les plus suivis au monde, dans le top 7 à côté de lui. C'est quoi, c'est 70 millions d'abonnés? Oui, c'est ça, on approche même les 100 millions. Oui. Et donc on approche, et donc il est aussi suivi, qu'on parle de Cristiano Ronaldo, que voilà, des grandes stars mondiales. Donc on est quand même, on a eu peu d'entrepreneurs aussi médiatiques, même Steve Jobs n'était pas à ce niveau-là. Et donc c'est forcément pour lui un porte-voix très important. C'est un lien direct avec les gens. N'oublions pas qu'il a un modèle qui, notamment Tesla, vous ne verrez jamais une pub de Tesla. Ni dans un magazine, ni à la télé, il n'y a pas de pub. Il fait des shorts. Voilà, alors justement, il va produire des produits dérivés, il va faire des coups de com', mais ça passe par justement son outil Twitter. Il y a une légende qui dit qu'il avait voulu, à un moment donné où il avait besoin de cash, de vendre Tesla à Steve Jobs et que Jobs n'a pas répondu. Oui, alors ça, c'est une légende. Il y a beaucoup de légendes. Il y a beaucoup de légendes entre eux. Alors, la question, c'est parce que souvent, on parle des deux. Voilà. Alors, ils semblaient pas très proches l'un de l'autre, d'ailleurs, parce que la première fois qu'Elon Musk rencontre Steve Jobs est plutôt dédaigneux vis-à-vis de lui. Et Elon Musk, c'est quelque chose qui va le marquer. Il va être assez critique, notamment vis-à-vis de Steve Jobs. C'est peut-être le propre aussi, parfois, de certains génies, d'avoir du mal à cohabiter. Il y a un an, à la télévision, dans une institution de la télévision américaine, il annonce qu'il est Asperger. C'est le Saturday Night Live, alors qui est vraiment pas du tout une émission faite pour lui, a priori, et il annonce qu'il est Asperger. Il a 50 ans à ce moment-là, quand même. C'est-à-dire que pendant 50 ans, c'est un Asperger qui est passé sous les radars. Alors il y a beaucoup de choses quand même qui nous disaient qu'il y avait peut-être des choses au comportement. Alors bien sûr, c'est lui qui pose en tout cas ce constat. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de remettre en cause le fait qu'il se qualifie de cette catégorie, qu'il le soit vraiment. Même si on n'a pas eu de diagnostic, ou il n'y a pas de diagnostic médical public, mais il est très probable, pour plein d'indicateurs, qu'effectivement il soit en tout cas atteint de certains éléments du spectre autistique. Et je pense que ça explique une partie de ses forces, et également de ses faiblesses, avec justement cette capacité à faire fi de croyances humaines dans certains sujets. Il essaie de revenir de manière toujours systématique au beau sens physique des choses, dire si quelque chose n'est pas possible, c'est parce que la physique l'interdit, pas parce que les croyances humaines l'interdisent. Donc il a ce sujet-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est hyper important à comprendre. Oui. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment pas parce qu'il a décidé que ça se faisait pas. Si physiquement c'est possible, on peut le faire. Exactement. C'est ça le vrai point. C'est ce qu'il appelle vraiment la pensée première, par les principes premiers, la pensée par les principes premiers. Il le détaille d'ailleurs lui-même. Quand on lui dit, OK, il veut créer un lanceur réutilisable, tous les experts à travers le monde lui disent que non. Sauf que lui, ça le heurte de dire, mais attends, on ne fait pas un Paris-New York avec un avion qu'ensuite on jette. Donc, si on veut rendre accessible l'espace, il faut réduire son coût d'accès économique et écologique. Et donc, il dit, il faut qu'on crée un lanceur réutilisable. Personne ne va le croire. Il va agir là-dessus de manière, d'ailleurs, avec ce qu'on appelle une agilité industrielle, où il va développer un processus itératif. Il va passer peu de temps sur la conception, va être beaucoup dans l'expérimentation, les tests. Il y a des vidéos en ligne où on voit tous les échecs de Tesla, pas de Tesla, de SpaceX. Alors, et finalement, sur Twitter, il a fait d'ailleurs sur les 4 premiers crash. Hein. Exactement, il communique là-dessus. Et donc, très vite, il va réussir à développer. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, tous les autres constructeurs sont obligés d'y aller. Il embauche quand même les meilleurs aussi. Alors ça, c'est fondamental dans l'écosystème. C'est que alors c'était valable pour lui, c'était valable pour Steve Jobs, c'est valable pour Jeff Bezos. Le but pour eux, c'est jamais de créer une armée. Ce qu'ils veulent, c'est créer des commandos avec les meilleurs à l'intérieur. Et le système Musk est fondé sur cette capacité à attirer les talents, parce qu'il porte des visions inspirantes. Quand à un moment donné, il se dit « je vais aller sur Mars », il est capable de porter une vision qui rentre en résonance avec la science-fiction et qui a nourri et alimenté énormément d'ingénieurs. Il y a plein de gens qui disent « putain, c'est génial, je suis en train de réaliser un rêve ». Et donc, il le rejoint. Donc, il a cette capacité à attirer les talents. Après, quand on lui demande bon, mais comment tu vas faire que la vie sur Mars soit possible déjà, comment tu vas réchauffer Mars ? Oui, alors là-dessus, après, il y a plein de... Ça, c'est quelque chose quand même. Ah oui, alors il y a plein de sujets, parce que notamment il a proposé d'envoyer plein de bombes nucléaires pour créer une terraformation de Mars. Alors bien sûr, après là, il y a toujours une discussion entre cette approche d'ailleurs de l'ingénieur et l'approche scientifique des choses. C'est vrai que Elon Musk a cette approche d'ingénieur où il expérimente et parfois donc il récupère de la donnée plus vite que les autres, et donc du coup il est capable d'avancer plus vite. Par contre, on découvre aussi les conséquences de cela en cours de route. On peut parler de Starlink qui notamment aujourd'hui pollue une partie de la capacité notamment des scientifiques sur Terre à observer le ciel. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en cours de route, et c'était trop tard. Une fois que les satellites étaient dans l'espace, c'est compliqué. Donc on a quand même cette confrontation entre... La pollution des batteries, par exemple, automobiles. Alors, sur ce sujet-là, on a eu souvent la discussion de se dire, OK, est-ce qu'effectivement, la voiture électrique, c'est une solution aux problématiques de notre époque ? Là-dessus, en France, par exemple, l'ADEME est très claire.
une voiture électrique sur l'ensemble de son cycle. L'ADEME, c'est l'agence pour l'environnement français. En 2014-2015, ils publient un premier rapport où ils posent justement la problématique. Ils disent le problème, c'est que c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas la solution. En 2016, comme justement les processus s'améliorent, ils sortent enfin un rapport où là ils disent un véhicule électrique, s'il est alimenté par une énergie propre ou quasi propre, là typiquement par exemple par de l'énergie nucléaire, eh bien sur son cycle de vie, de la fabrication jusqu'au recyclage, le véhicule électrique, oui, a un bilan carbone qui est meilleur qu'une voiture thermique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une voiture électrique qui serait utilisée en Chine, où là, l'électricité est produite par des centrales à charbon. Donc, on voit bien que le sujet est complexe. Mais si on part ensuite de cette approche-là de l'ADEME, oui, la voiture électrique, ça peut être une solution à des problématiques, sachant que le but, c'est pas de remplacer tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques. Il va falloir cependant trouver aussi d'autres choses, ça veut dire le combiner. Donc c'est une brique parmi d'autres. C'est toujours ça l'enjeu autour du véhicule électrique. Mais si le véhicule électrique, c'est bien une pièce essentielle à une transformation globale. Mais par contre, c'est pas la seule pièce. Et si l'objectif, c'est de remplacer tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques, oui, là, on va être confronté à des difficultés. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui le pousse à innover en permanence ? Il a en tout cas un culte, c'est vrai, de la nouvelle frontière, du super-héros. Il a cette volonté d'aller trop loin. Il faut voir aussi qu'il a cette dimension quand même qui est son master plan, alors qu'on pourrait même appeler son hyper master plan. C'est-à-dire qu'il y a toujours des plans très précis quand il développe une société. Quand il prend Tesla, il le met d'ailleurs, il a sur son blog, il a un post je crois en 2007 où il publie le plan. Il dit on va créer le roster, de ça on va dégager de l'argent pour créer un modèle plus accessible, ça va donner le modèle S. De ça, on en retire encore de l'argent, encore d'argent pour développer un modèle encore plus accessible, ce sera le modèle 3. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe au modèle 3. Demain, il y aura le modèle 2 qui sera encore plus accessible. L'objectif, c'est d'arriver au modèle 1. Donc, il est toujours dans cette notion de plan. Et son hyper master plan, c'est clair, c'est d'aller sur Mars et d'installer en tout cas une partie de l'humanité là-bas. Ce plan-là... Il veut faire une colonie sur Mars. Exactement. Il veut coloniser Mars, hein, c'est clair. Il veut coloniser, en gros, il veut donner 2 planètes à l'humanité. Souvent, d'ailleurs, beaucoup disent ça. Moi, je ne suis pas en accord avec cette dimension-là parce qu'il n'y a jamais eu aucun élément qui le prouve. En tout cas, on n'a jamais trouvé de déclaration publique là-dessus. Certains pensent, et ça a été les caricatures qu'on a pu faire d'ailleurs autour de lui dans le film d'ailleurs Don't Look Up, qui consisterait à dire qu'en fait, son objectif, c'est d'abandonner la Terre pour se rendre sur Mars. Sauf que c'est pas du tout sa pensée. Sa pensée, c'est de se dire que si l'humanité reste sur une seule planète, il y a plus de chances qu'on disparaisse. Et donc, pour lui, il faudrait qu'on ait au minimum de planètes. Donc, ça aurait pas de sens, par contre, dans ce cadre-là, d'aller sur Mars pour abandonner la Terre. Donc, c'est pas du tout son sujet. Son but, c'est bien d'aider sur Terre à justement décarboner notre économie, notamment par l'utilisation des énergies solaires, etc., électriques. Et l'autre, d'installer, en effet, l'humanité sur Mars. Forcément, si on a cet objectif-là, qui est inspirant, donc peut emporter des gens autour de nous. Alors bien sûr, il a fait écho à toute une mythologie de science-fiction, etc. Donc il rentre dans la pensée commune, collective. Mais en se donnant cet objectif-là, forcément, les objectifs sont énormes. Donc, et d'ailleurs, il faut revoir tout ça à cette aune-là. Parce que, pourquoi on investit dans Tesla ? Parce que quand on va arriver sur Mars, il va falloir se déplacer. L'une des énergies les plus disponibles, c'est notamment l'énergie solaire. Donc ça aura du sens là-bas. Quand il utilise bien sûr SpaceX, c'est le moyen de locomotion jusqu'à là-bas. Quand il développe The Boring Company, qui est The Boring Company, qui est moins connu en France, mais bon. Tout à fait. C'est une société qui permet de construire, en tout cas, qui a pour objectif de construire des tunnels dans lesquels on va faire circuler des trains, en tout cas à vide, avec cette idée de se dire comment on construit des tunnels pour pouvoir se déplacer. Construire des bases sur Terre. C'est pour désengorger, en tout cas, voilà. C'est pour désengorger les centres-villes. Tout à fait. Alors même s'il y a plein de problématiques autour de ça, et il semble, a priori, commencer à abandonner une partie des projets qu'il avait sur Terre. Mais en tout cas, la technologie qui permet de creuser va être utile également sur Mars. Quand il développe Starlink, à un moment donné, quand on va arriver sur Mars, il n'y a pas de réseau de communication. Quand on va arriver sur Mars. Parce qu'on va y aller. On est de retour sur la Lune d'ici 2025. Et son objectif, c'était avant la fin de la décennie d'arriver sur Mars. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais il est certain que dès les années 2030, on se rendra sur Mars. Vous rendrez sur Mars. Non, mais on se rendra, il faut parler. Je serai plus frais, moi, je ne sais pas si nous on ira sur Mars. Non, mais on se rendra. Mais de toute façon, qui va payer, qui va avoir les moyens pour aller sur Mars ? Nous, avec Beurre FM, on ira à Créteil-Soleil. Mais moi, quand je parle avec on, bien sûr, c'est en termes d'humanité. Moi, à terme aussi, j'ai pas
cas la vocation ou l'envie Oui, parce d'aller que sur Mars. Ce qui m'intéresse, c'est de voir justement l'humanité. Par contre, mettre sur pied là-bas, je pense qu'il y aura quelque chose. D'ailleurs, qu'on va revenir sur la Lune d'ici 2025, on verra. Je pense qu'il y aura beaucoup d'audience devant les télévisions pour revoir l'humanité sur la Lune. Voilà, et on parle de Elon Musk aujourd'hui avec Cyril de Souza Cardoso qui publie Les secrets d'une réussite insolente aux éditions Mardaga. Alors peut-être l'homme le plus riche du monde, en tout cas un des 2 ou 3 en guerre avec son ennemi préféré, Jeff Bezos. Oui, alors ça, il aime bien se créer des méchants. Ça fait partie aussi de l'histoire qu'il aime bien nous raconter. Il aime bien se créer des grands méchants. Alors, il y a aussi Biden, mais Jeff Bezos, c'est son grand méchant. Il aime bien s'en moquer sur Twitter. Ils sont en guerre, notamment sur un aspect, c'est la conquête spatiale. Pour l'instant, SpaceX a pris vraiment la main sur les marchés proposés par la NASA. C'est une critique qu'a Jeff Bezos concernant le développement de sa propre société, Blue Origin, qui est sortie qui a été développée avant SpaceX. Mais par contre, ils n'avaient pas la même approche. Jeff Bezos, c'était un peu sa danseuse, Blue Origin, il l'a développée comme ça à côté. Alors que pour Elon Musk, SpaceX, c'était un enjeu de survie parce qu'il y a tout investi. Et donc, on n'a pas la même approche quand on investit tout. C'est toujours cette notion des bateaux romains qu'on brûle pour donner l'envie aux soldats de se battre pleinement. Et ben, c'est un peu cette chose-là. Et donc, ça a créé dans cette course-là, en tout cas, une disjonction. Et depuis, il s'envoie pas même des tweets par interposés. Elon Musk a suggéré qu'il fallait vraiment démanteler le monopole d'Amazon parce que à une époque il avait refusé de publier un ouvrage sur notamment la vaccination, etc. Donc il y avait une critique à un moment donné, donc il a proposé qu'il fallait démanteler Amazon, et inversement Jeff Bezos lui a rendu l'appareil parce que il interroge les liens justement d'Elon Musk avec la Chine, donc ils se rendent l'appareil, ils sont dans cette guerre là. Alors, il y a des positions qu'on ne comprend pas toujours chez lui. C'est la position qu'il a sur l'intelligence artificielle et la position qu'il a sur les monnaies digitales sans qu'on sache vraiment si il est pour ou contre. Parce qu'il a des déclarations qui sont très contradictoires sur les bitcoins notamment, dont il dit qu'il aurait trouvé qui était vraiment le fondateur des bitcoins. Oui, alors ça c'est bon. Ça de toute façon, ça va rester aussi un mythe à mon avis. On n'est pas prêt de découvrir qui c'est. Alors c'est 2 sujets différents. Sur la crypto, ça correspond pleinement à sa philosophie libertarienne. On a du mal des fois en France à comprendre ce que c'est le libertarisme parce que on n'a pas vraiment de libertariens en France ou en Europe. Les libertariens, c'est vraiment des personnes qui pensent qu'il faut réduire l'État à son strict minimum. Et qu'ensuite c'est aux individus de faire le reste. Donc en gros le strict minimum c'est l'État qui gère juste les contrats et un petit peu la protection de chacun. Mais c'est l'État américain, l'état d'esprit américain, c'est j'ai mon arme pour me défendre, d'accord. Donc le libertarien c'est ça. Et donc dans cette idée-là, réduire l'État à son minimum, bien sûr, les crypto-monnaies ça rentre en écho avec ça. Donc c'est toujours dans cette notion de s'affranchir de l'État. On a une monnaie qui est décentralisée. Donc je pense que philosophiquement il est très pris là-dedans. Il a fait beaucoup d'allers-retours parce que le problème c'est que d'investir massivement dans le Bitcoin, à un moment donné on l'a critiqué parce que si Tesla le projet était écologique, alors investir dans le Bitcoin c'est pas vraiment écologique parce qu'on a un problème avec la blockchain, en tout cas celle développée et déployée sur le Bitcoin. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours, mais c'est quelque chose qui va rester au cœur. Notamment sur les énergies. Exactement, parce qu'en gros le processus de calcul, notamment du Bitcoin, parce qu'on a l'Ethereum qui a transformé son algorithme et qui pourrait être beaucoup plus écologique, mais en tout cas sur le Bitcoin on a notamment un vrai sujet, donc il a fait pas mal d'allers-retours là-dessus, mais c'est certain, et je prends le pari que sur Twitter, demain il y aura des capacités de payer et notamment la crypto-monnaie va se déployer à travers Twitter. On peut payer sa Tesla en Bitcoin aujourd'hui ou pas? Alors non, ils ont fait un aller-retour là-dessus. Au début c'était autorisé et il est revenu là-dessus. Il attend justement que les algorithmes s'améliorent, mais c'est quelque chose qui sera à mon avis tout à fait possible. Bon, alors sur l'intelligence artificielle, dont on pourrait imaginer qu'il soit friand puisqu'il est féru de technologie, il est très méfiant. Et oui, lui, il dit que c'est le grand méchant, ça, l'intelligence artificielle, puisqu'un jour, les robots viendront tuer les humains qui seront spectateurs. Tout à fait. Alors moi, je travaille dans cet univers-là aussi. J'ai développé une société qui travaille dans l'univers de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est comment lui, qui a l'air pourtant de comprendre la technologie, il a ce fantasme-là. Alors je pense comprendre pourquoi, mais le sujet en effet, c'est qu'il pense que justement l'IA va prendre le dessus sur nous. Il a participé à la création de ce qu'on appelle OpenAI, qui est une société qui a été reprise par Microsoft et qui a développé probablement les intelligences artificielles les plus passionnantes de notre époque, notamment une solution qui s'appelle GPT-3, qui est capable de reproduire des textes de grands auteurs, de réinventer des textes, d'écrire de manière autonome, qui est capable de générer aussi des images. C'est toute cette technologie, il y a une technologie qui s'appelle DALL-E, tout ça vient de là. Donc il a participé à la création de ça.
Parce que son idée, c'était de se dire comment on crée une intelligence artificielle qui respecte l'être humain et qui soit à la main de l'être humain. Moi, je pense vraiment sur ce sujet-là que l'intelligence artificielle, c'est le terme le plus mal choisi de l'univers technologique. Il n'existe pas d'intelligence artificielle. On n'est pas prêt de créer une conscience artificielle puisqu'on ne sait même pas définir notre propre conscience. Personne n'est capable de donner la définition de la conscience. Donc, on n'est pas prêt de se dépasser. Donc, ce qui m'interroge, c'est pourquoi Elon Musk, finalement, a cette croyance ou cette peur, cette crainte. Parce qu'il est pris, je pense, dans sa croyance ou dans ses lectures justement de science-fiction. Je pense qu'il lit beaucoup la science-fiction, sa problématique. Il lit la science-fiction depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 3 ans. Donc, exactement. Mais son problème, c'est que je pense qu'il manque d'autres lectures beaucoup plus larges, philosophiques. Il y a plein d'autres choses en dehors de la science-fiction. Moi, j'adore la science-fiction, mais se contenter de la science-fiction, ça pose problème. Et en l'occurrence, là-dessus, je pense qu'il est, comme il voit la machine, ça ramène au rapport du management. Il voit l'être humain comme un robot. C'est ça. Il dit que le robot, il doit travailler plus pour produire plus. L'être humain, il pense que c'est la même chose. Donc, il se dit que si, effectivement, on considère l'être humain comme un robot, la crainte, c'est que le robot nous dépasse. Sauf qu'en fait, le robot et l'être humain, c'est pas du tout la même chose. Sauf si le robot est rouge. Comment ça ? Ah oui, voilà, exactement. Si c'est le sien, quoi. Parce que chez lui, le robot doit être rouge. Oui. Alors pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, il a refusé d'acheter des robots au numéro 1 de l'ingénierie japonais, oui, parce qu'il ne pouvait lui fournir que des robots en jaune. Très intéressant. Alors, je le découvre là. Voilà, donc en fait, pour lui, le robot doit être rouge. C'est sa couleur. Après, c'est sa couleur. Ouais. Il a des codes couleurs. Hein. D'ailleurs, la Tesla qui est partie dans l'espace, oui, elle était rouge. Hein. Ah oui, tout à fait. C'était sa Tesla Roadster. C'est ça, c'était la Tesla Roadster qu'il a envoyé dans l'espace, qui était un gros coup de com'. Et en effet, il est en train de développer d'ailleurs l'Optimus, qui est un robot chez Tesla, parce qu'il veut rendre le robot accessible au grand public, donc c'est son grand projet. Mais là-dessus, il y a fondamentalement, pour ma part en tout cas, une phase d'inquiétude. On n'est pas prêt, c'est pas le robot, l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus, c'est notre utilisation de l'intelligence artificielle qui pose peut-être question. Mais encore une fois, on n'est pas prêt d'être dépassé par cela. Là-dessus, lui, il a une part de fantasme. Ensuite, c'est toujours entre qu'est-ce qui relève chez lui de ce qu'il pense vraiment consciemment et il aime bien mettre en scène les choses, il aime bien dire ça y est, Twitter va disparaître. Du coup, quand il dit Twitter va disparaître, qu'on peut tomber en faillite, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a jamais eu autant d'utilisation de Twitter. Il n'y a eu jamais autant de personnes qui ont Twitter dire non, c'est pas possible, c'est mon réseau préféré. Et voilà. Et donc il met en scène les choses. Est-ce qu'il croit vraiment, alors qu'il vient de dépenser 50 milliards de dollars, il pense vraiment qu'en une semaine après, Twitter pourrait fermer ? Non, je crois pas. Si l'Arabie Saoudite en a donné 2, il en a dépensé. Ils remettront pour. Son enfance est passionnante, et puis il y a un personnage qui est très important dans son histoire familiale, hein, c'est le mythe du grand-père qui s'appelait Joshua, qui est l'ancêtre des chiropracteurs au Canada, hein, premier diplômé de chiropratie au Canada, et qui est parti s'installer en Afrique du Sud à la recherche d'une cité perdue, et qui est mort dans un accident d'avion. Et d'ailleurs, lui-même va financer des recherches pour retrouver Winnie, l'avion rouge de son grand-père. C'est une figure très importante. Dans la mythologie muskienne, ce grand-père, c'est quelque chose qui est très important. Alors, notamment parce que ça explique plein de choses. Ce grand-père-là va quitter, alors il est né aux États-Unis, il part au Canada. Au Canada, il va tomber en faillite, notamment à cause de la bourse, ce qui va expliquer une partie de la détestation des Musk, et notamment d'Elon Musk, vis-à-vis de Wall Street. Et ensuite, en effet, du Canada, il part avec sa famille en paquebot, il démonte l'avion qu'il a acheté pour s'installer en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ils vont chercher notamment à retrouver en effet une cité perdue. Donc il y a la mythologie de l'aventurier, de cette personne qui est à la frontière. La mère de Musk raconte beaucoup ça, qui est d'ailleurs une mannequin par ailleurs dans sa carrière. Qui était la fille de Joshua. Exactement, qui était sa fille. Parce que son père était un Afrikaner, en tout cas, il était dans cette mentalité-là. Ça aussi, ça explique beaucoup le côté libertarien de Musk. Son grand-père va quitter le Canada parce qu'il pense que l'Amérique du Nord est devenue trop socialiste. Et donc, il est bon d'aller en Afrique du Sud, où là, il y a l'apartheid. Alors, inversement, cependant, Musk va quitter l'Afrique du Sud et faire totalement le chemin inverse, parce qu'il va se rendre ensuite au Canada, avant ensuite de redescendre aux États-Unis. Faire ses études supérieures, en fait. Exactement. Avec cette idée que, voilà, un univers où il y a on utilise une société fondée sur les énergies fossiles, où justement il y a cet apartheid, en tout cas correspond pas en tout cas lui à sa propre philosophie. Donc il y a cette dimension-là, mais l'aventurier qui est son grand-père. C'est le grand-père. C'est ça. Et donc lui, il veut devenir cet aventurier. Quand il découvre le continent Internet avec toutes ses possibilités, c'est la seule chose qui l'obsède, il va abandonner ses études.
et il va décider de se lancer pleinement dans l'exploration. Il va créer notamment Zip2, première société développée avec son frère, qu'il va revendre. Ensuite, il va développer XCOM. Zip2, c'est la société qui va justement fusionner. Non, avec... c'est XCOM. C'est XCOM, ouais, c'est celle d'après. Alors Zip2, c'est une société d'annuaires électroniques, c'est oui, ça ? tout à fait, qui va revendre, et qui développe avec son frère. Il va d'ailleurs avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand il va démarcher, tout le monde lui dit mais c'est quoi ton truc ? Ça marchera jamais. C'est complètement impossible. Oui. Les annuaires électroniques, mais jamais. Oui, et c'est ça. Et comme après, il va penser, parce que la pensée suivante, c'est de dire il faut qu'on crée la monnaie, en gros le moyen de paiement électronique. Donc il est déjà en avance sur la notion de crypto-monnaie, parce qu'il se dit tout de suite son idée, c'est de faire tomber tout l'univers bancaire hyper régulé en créant son système lui-même de paiement. Il a cette vision-là. Alors il va notamment se confronter à une société qui est celle de Peter Thiel, donc il y a Confinity d'un côté, XCOM de l'autre, et ces deux-là vont avoir cette intelligence en 98 de fusionner. L'un a beaucoup d'argent, l'autre ont plutôt une technologie bien avancée, dont le fameux produit PayPal. Ils vont fusionner, ça va créer PayPal. Ils vont avoir les reins solides pour traverser la crise des valeurs technologiques de 2001, la crise des dot-com, où toutes les valeurs technologiques vont tomber parce qu'elles sont construites sur du vent. Sauf que en sortant de la crise, il y a des fondamentaux quand même qui sont importants. Internet n'est pas encore prêt à accueillir certaines choses, sauf qu'en 2003, ça y est, les connexions Internet s'améliorent, etc. Le paiement en ligne peut-être peut avoir du sens. La solution de paiement PayPal se valorise. Et ils vont la revendre à 1,5 milliard de dollars. Il y a tout un groupe d'entrepreneurs. AIB, exactement. Ouais. Tout un groupe d'entrepreneurs qui quittent ça. Et ça va créer la PayPal Mafia, le groupe d'investisseurs le plus influent. Alors, il y a qui dans la PayPal Mafia ? Alors, on a dans la PayPal Mafia, donc il y a Peter Thiel, qui va notamment avoir une grosse influence, notamment auprès de Trump. On a bien sûr Elon Musk qui va créer donc SpaceX, Tesla, avec de l'argent issu notamment. Mais il y a aussi les fondateurs de YouTube, les fondateurs de LinkedIn, les fondateurs de Yammer. Il y a les premiers investisseurs de Zynga, dans Facebook, dans Uber, dans Airbnb. C'est-à-dire que quasiment tout ce que vous avez dans votre smartphone aujourd'hui a été de près ou de loin influencé par ce groupe d'investisseurs. Il y a 20 ans, quoi. Il y a à peu près 20 ans. Voilà, début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. En 2003, ils revendent, et à partir de 2004-2005, ils vont commencer à investir les uns de manière croisée et investir ensemble, et ils vont révolutionner vraiment notre époque. Alors, il y a une expression qu'on utilise souvent qui s'appelle « follow the process », mais il y a une expression qui doit parler Elon Musk qui s'appelle « just read the instruction ». Parce que quand il était petit, à l'âge de 10 ans, il a appris à coder, oui, avec une notice, l'instruction qu'il a appris par cœur. Il y a cette notion d'autodidacte qui est très forte chez lui. Il a appris tout seul, il a lu la notice. D'ailleurs, il va vendre son premier jeu, il a 13 ou 14 ans, quand il vend un jeu qu'il a développé lui-même à une société, donc il va retirer de l'argent. Blastar, les fans peuvent jouer encore sur Blastar, oui, on le trouve en ligne. Il est encore disponible en ligne, et donc c'est assez incroyable, il apprend tout seul. Le côté autodidacte est très important chez lui. Il y a aussi une pensée chez lui qui s'appelle le deep diving, c'est-à-dire qu'il pose, quand il est confronté à quelqu'un, donc à un sujet qu'il ne connaît pas, il harcèle la personne en face de lui, comme s'il voulait absorber tout son savoir. Quand il lance SpaceX, il connaît rien à l'univers du spatial. Oui, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Exactement, il va recruter les meilleurs et il va les harceler pour leur poser des questions et tout absorber. La suite est dans votre livre, Les secrets d'une réussite insolente, aux éditions Mardaga. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Bon dimanche à tous.